Bonjour à tous et bienvenue sur Freeplay. Nous sommes aujourd'hui donc dans le réacteur du Six Invitational à l'Adidas Arena. Et donc, remarquez, il y a déjà une grosse ambiance puisqu'on est à la deuxième journée de cette compétition. La pression monte aussi pour le plus grand retour du championnat du monde de Rainbow Six Siege en France, à Paris. Gérer un événement de cette ampleur, c'est concevoir des scènes titanesques et s'assurer que des millions de spectateurs vibrent en direct aussi depuis chez eux. C'est un défi de réalisation colossal. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le privilège d'être avec l'homme qui orchestre cette expérience visuelle, Nelson Garcia, associé directeur e-sport, live event et broadcast chez Ubisoft. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise que cette interview est préparée par notre responsable éditorial Nathan Sperling, qu'on nous remercions. Nelson, merci beaucoup d'être avec nous pour ce temps et de répondre à nos questions. Plein Six Invitational. Ancien entrepreneur passé par le développement web et la gestion d'événements avec de grandes marques, Nelson Garcia, vous pilotez aujourd'hui des équipes de production et de diffusion en direct chez Ubisoft. C'est vous aussi qui imaginez et validez la scénographie et l'expérience spectateur de compétitions mondiales comme ce Six Invitational ici présent. Première question, Nelson, en tant que directeur du broadcast d'événements live, qu'est-ce qu'une infrastructure aussi récente que celle-ci vous trouve l'Adidas Arena permet de faire techniquement, que vous ne pouvez pas faire par exemple sur d'autres événements il y a par exemple quelques années? C'est une bonne question. En fait, cette salle ne permet pas forcément plus de choses que les autres salles. Ce serait pas vrai de dire que c'est le cas. Je dirais même que c'est plus compliqué de travailler avec une salle de ce type. Tout simplement parce que c'est une salle qui a la particularité d'être très récente, qui est du coup aux normes sur beaucoup de choses, qui fait très attention à la sécurité et aux différents éléments pour les consommateurs avant tout. Donc ça donne aussi des perspectives qui sont différentes, des différentes habitudes qu'on n'a pas forcément toujours eues. Par contre, l'avantage de cette salle, c'est qu'elle a un énorme cercle LED qui entoure les spectateurs, qui est derrière eux, qu'on peut utiliser pour diffuser des éléments, créer de la scénographie. Donc en fait, c'est une salle qui a énormément d'avantages, mais qui n'est pas forcément très simple à travailler avec. Alors la salle, on en parlera juste après. En novembre dernier, lors du Major du Munich, vous avez frappé fort aussi avec un sol en LED ultra haute densité, entièrement en vert, qui réagissait en temps réel au gameplay. Il disait en fait, nous avons fusionné la métaphore de la noyade avec la brutalité de la compétition, sans forcément trahir tous les secrets de la finale. Quelle est la grande signature visuelle ou technologique que vous avez voulu imposer ici à Paris? Alors, on s'est moins placé du côté tech sur cet événement, même si on a des petits trucs cool. On a un drone, donc c'est la première fois qu'on a un drone qui filme pour le broadcast, parce que d'habitude on utilise un autre type de caméra qui s'appelle une spider cam. Mais ici, du fait de la stage que j'ai dessinée, en fait, ça crée beaucoup de problèmes parce que le Jumbotron est énorme et du coup, une spider cam, elle aurait eu très peu de mouvements, très peu de possibilités. Du coup, on a décidé de mettre un drone à la place. Je dirais que ici, c'est avant tout une intention artistique qu'on a voulu mettre en avant plutôt qu'une caractéristique technique comme à Munich. Dans une récente interview, vous rappelez que l'e-sport n'était pas l'ADN initial d'Ubisoft et que l'entreprise est entre guillemets, je cite, un gros paquebot qu'il a fallu convaincre. Aujourd'hui, avec la création de vos propres studios de broadcast à Paris ou à Sao Paulo au Brésil, diriez-vous qu'Ubisoft est devenu un média de diffusion à part entière? C'est une bonne question. Je dirais que c'est... Alors, Rainbow Six fait partie d'Ubisoft. Donc, par extension, on pourrait dire oui, Ubisoft est un média de diffusion. Aujourd'hui, je pense que Ubisoft, c'est si large et ça a tellement de produits avec différentes identités, d'originalité et d'identité même, que je dirais plutôt que Rainbow Six est devenu aussi un média de diffusion à part entière, plutôt que dire Ubisoft. Pour l'organisation globale du circuit R6, Ubisoft s'est associé à Blast. Sur un événement en arène de cette ampleur, comment se répartissent les rôles et la charge financière entre les équipes techniques d'Ubisoft, que vous dirigez, et les équipes de production de Blast? Ok. Alors en fait, c'est une coproduction ici. Donc c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Donc la réalisation, que ce soit stratégique, budgétaire ou même technique, elle est travaillée avec des équipes qui collaborent entre Ubisoft et Blast. Donc
le mot final, la pensée finale est du côté d'Ubisoft. Mais Blast nous supporte, aide aussi dans les décisions surtout techniques pour réaliser ce type d'événement. Je vais prendre par exemple la scénographie. Donc, moi je ne suis pas scénographe. J'ai appris sur le tas dans les 10 dernières années à réaliser des scènes en 3D sur un logiciel qui s'appelle SketchUp. Et je réalise du coup ces 3D, je les cote et je les envoie à un réel scénographe qui est du côté de Blast, qui du coup twiste souvent quelques éléments pour que ça rentre, pour que ça fit les besoins techniques, me les renvoie, je refais des petites modifications sur les choses que je voudrais avoir et pas. Et en gros, c'est comme ça que on travaille un petit peu avec Blast, c'est-à-dire qu'on est force, nous, de propositions sur un SI, que ce soit sur la direction artistique, que ce soit sur les besoins techniques, les envies, la scénographie. Et Blast répond à nos besoins, nous aide à les rendre réalisables et on a des allers-retours comme ça constants tout au long de la production. Vous gérez aussi des fluides pour des millions de spectateurs dans plusieurs langues simultanément. Quel est pour vous le pire cauchemar logistique ou technique qui peut vous réveiller la nuit, la veille d'un lancement d'un tel événement? Le pire. Le pire est... alors, je vais vous raconter une anecdote. Parce que le pire, en fait, il y en a tellement. Ça pourrait être une coupure de courant, ça pourrait être plus Internet, ça pourrait être un hobby truck qui fonctionne plus, ça pourrait être un opérateur ou un directeur qui peut pas venir et du coup combler last minute. Il y a énormément de choses en fait qui sont très fragiles dans une production et je trouve que, alors c'est pas je trouve, c'est des technologies peu fiables aussi parfois. Donc c'est pour ça qu'on essaye au maximum de créer de la fiabilité en travaillant avec des partenaires de confiance, des technologies qu'on contrôle, qu'on connaît. Mais il y a toujours une marge d'erreur, assez élevée. C'est pour ça qu'on fait énormément de répétitions pour être sûr d'en avoir le moins possible. Ce que je pourrais dire, c'est, alors je ne dirais pas qui et quand, mais je me souviens d'une fois où on est en plein milieu d'un événement, gros match, truc énorme, et il s'est passé un truc. Quelqu'un avait mal fait un chemin d'électricité et en marchant, il a marché sur une prise, quelqu'un a marché sur une prise et ça a éteint la production. Oh, ça c'est le plus gros truc je pense qui m'est arrivé d'erreur mais vraiment nulle et qui a vraiment eu beaucoup d'impact sur ce type d'événement. Et en fait, c'est pour ça qu'on met énormément on fait très attention parce que cet exemple, c'est aussi un bon learnings. Le moindre élément, la moindre petite chose peut vraiment créer un problème en cascade et on se retrouve dans une situation catastrophique en une seconde. Et quand on voit un événement d'une telle taille, il y a énormément d'acteurs, parce qu'on est plus d'une cinquantaine à travailler sur l'installation, la production, etc. Et ici, tout confondu, on est plus de 400 personnes qui travaillent. Et aussi, on en parlait juste avant, c'est un fait assez méconnu, mais vous dessinez vous-même les scènes des compétitions depuis 2018. Rainbow Six, c'est aussi un jeu tactique. Et comment on trouve le milieu entre une scénographie spectaculaire dans la salle et aussi le besoin d'une lisibilité clinique pour les fans hardcore sur Twitch? C'est, je dirais, le plus gros challenge. Comment amener de la technique sans que ce soit gadget, que ça ait du sens, tout en apportant de l'artistique. Et il y a une notion que vous n'avez pas citée, qui est aussi l'intégrité de la compétition. Parce que quand les joueurs sont sur scène, ils ne peuvent pas voir le match, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'ils puissent entendre le jeu correctement et qu'ils n'entendent pas les commentateurs, parce que ça leur donnerait un avantage, selon ce que disent les commentateurs. Donc il y a énormément de challenges techniques à prendre en compte quand on design. Les plus gros challenges, avec le temps on les connaît et puis en réalité depuis le début, donc on les prend en compte. Je les prends en compte quand je design quelque chose et derrière comment je rends une technique. C'est hyper simple. Il y a en fait en gros sur certains logiciels on peut se placer un petit peu où on veut si on arrive à faire le plan. Donc je peux me mettre à la place de n'importe quel spectateur et me dire est-ce que lui il voit bien, qu'est-ce que c'est comme catégorie de tickets, qu'est-ce qu'on leur offre comme expérience. Même si parfois, et ça c'est assez intéressant, certains préfèrent avoir une visibilité réduite dans nos fans hardcore, mais être au plus proche des joueurs par exemple. Donc certains
choisissent des tickets en conscience ils vont avoir peut-être une expérience visuelle un peu moins spectaculaire, avec moins de recul sur la scène et tous les effets, mais ils sont plus proches de l'action des joueurs ou des équipes qu'ils aiment. Donc il faut prendre tout ça en compte quand on construit une scène. Et selon aussi la configuration de la salle, on a des challenges qui sont clairement différents, mais je dirais que c'est avant tout ça, c'est offrir une possibilité à tout le monde de lecture parfaite. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a des LED qui sont d'une qualité exceptionnelle. On voit hyper bien dessus. L'objectif, c'était d'avoir des pinches très serrés pour que on ne perd pas en expérience. Et c'est avant tout ça, les premiers facteurs qu'on met en avant, c'est la lisibilité pour le public. Ok. Et on a beaucoup parlé d'outils pour la salle. Et on sait que la communauté R6 a pas mal d'attentes, d'immenses attentes. Ouais, bien sûr. Quels sont les outils et indicateurs, d'autres précisément, que vous utilisez en plein direct pour savoir si l'expérience que vous proposez répond réellement à ce que les spectateurs veulent voir? Ah, ça c'est intéressant. Alors on n'a pas d'outils pour ça. On n'a pas de. Par contre, ce qu'on fait, nous, on a des événements survey, des post-event survey, donc des questionnaires d'après-event pour savoir est-ce que les gens ont eu une expérience qu'ils ont appréciée? Est-ce que sur le broadcast c'était cool? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce que la direction artistique a plu? Est-ce que c'était plutôt un segment qu'un autre? Est-ce que les attentes de compétition étaient celles qu'ils avaient? Ce genre de choses. Donc on essaye d'orienter un peu ce truc. Et la réalité, moi ce que je fais, c'est que je vais sur Reddit, je regarde les threads de la communauté, je vais sur les Discord, je regarde ce que disent les gens pour un peu palper l'émotion ambiante, les différents commentaires, et en vrai on fait très attention à ce que les gens disent et ce que les gens veulent. Ok, alors vous êtes sur Reddit comme à l'ancienne. Ouais, vraiment, hein. Mais même Twitter ou tous les réseaux où on sait que la communauté parle, même sur nos posts Instagram ou ce genre de choses, les commentaires, on fait très attention. Ouais. Non, on va parler un peu futur. E-sport, notamment chez Ubisoft. Alors, on va beaucoup parler entre la réalité augmentée, les scènes réactives, l'intégration de la data en temps réel, les standards, ça explose. Bien sûr. Et si on se projette sur 2027, 2028 par exemple, quelle technologie, selon vous, absolument indispensable pour qu'un événement e-sport reste pertinent et captive l'audience? Pour moi, ça a toujours été le même argument, et c'est un argument que je pousse d'ailleurs de bien avant Ubisoft. Pour moi, c'est l'intégration scénique et jeu. Donc, je prends un exemple tout bête, mais quand on est dans le jeu et que quelqu'un pose le diffuser, c'est clé pour l'audience qu'il se passe quelque chose sur scène. Donc nous, on fait en sorte que la scène devienne jaune, qu'elle clignote. On rajoute même parfois des MP3 du jeu différents dans notre API pour créer des effets un peu plus waouh dans la salle. Donc pour moi, l'expérience, c'est avant tout comment on transmet le jeu en visuel dans une salle. Pour moi, c'est le premier engagement qu'on doit avoir, c'est avoir une API qui permet d'avoir des interactions sur la scène. Sinon, autant le regarder chez soi, parce que s'il se passe rien, c'est pas incroyable. De plus, quand on est ici, et ça c'est un objectif à terme que j'aimerais réaliser, c'est d'offrir une expérience visuelle qu'on peut pas toujours avoir. Et la première pour moi, ce serait d'avoir le point de vue de chaque joueur sur leur desk devant eux. Comme ça, on peut voir en fait exactement ce que fait chaque joueur et ça en donnerait encore plus de sens aux places qui sont très proches, à ces fameux carrés or. Donc ça fait partie des choses que j'aimerais amener à l'avenir. Pour ce qui est, vous avez parlé de la réalité augmentée, mais ce genre de choses, alors c'est quelque chose qu'on avait travaillé d'ailleurs avec Station F il y a quelques années, sur essayer de trouver des façons intéressantes d'apporter de la réalité augmentée sur nos événements, même si clairement aujourd'hui j'ai jamais vraiment cru à la réalité augmentée dans les événements, parce que ça demande soit un téléphone, de regarder au travers de son téléphone, donc du coup on sort les gens de la réalité, on les ramène dans le digital. Je sais pas, je suis pas hyper fan de ça. Je pense que les gens, ils veulent vibrer, être avec leurs amis et pas dans leur téléphone. Donc la réalité augmentée, on a essayé plein de trucs, un peu comme dans le sport traditionnel où quand on regarde un match de foot, on peut avoir son téléphone et savoir quel joueur est où, les stats, et avoir peut-être plein de trucs en temps réel. Tout ça, nous, en fait, on le montre déjà sur scène. On a toutes les stats des joueurs, toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, un outil ou de la réalité augmentée,
sans plus. J'ai eu à un moment la prétention de regarder quand même, parce qu'à l'époque Dota avait fait des rediffusions de leur International en VR. Donc les gens qui avaient un casque VR, ils pouvaient mettre leur casque et ils rentraient dans une sorte de pièce un peu particulière où il y avait le jeu, les héros en 3D qu'on pouvait voir autour de soi et tout. Et ça, c'est vrai que comme un jeu comme Rainbow Six, ce serait cool, mais c'est une gimmick. C'est pas le cœur. Donc aujourd'hui, en technologie, pour moi, c'est avant tout les technologies de diffusion. Donc c'est avoir des drones, c'est avoir ce genre de trucs qui créent vraiment une expérience ultra immersive. Je pense que c'est ça vraiment l'avenir. On est presque à la fin. Ouais. On va parler un petit peu de l'homme derrière le directeur. Ok. Oh, je rassure. Donc vous êtes un autodidacte. Vous avez commencé par le développement web, monté votre propre société d'événementiel très jeune déjà, et travaillé avec des marques comme Red Bull avant d'arriver chez Ubisoft il y a maintenant plus de 7 ans. C'est ça. Est-ce que cette culture de la débrouille est votre meilleure arme dans le monde de la production en direct? Je pense que c'est même pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Je pense que, et c'est quelque chose de très événementiel, les gens qui travaillent dans l'événementiel savent, c'est être solution orientée. L'objectif, c'est il y a un problème, mais c'est toujours trouver une solution, c'est être débrouillard, c'est être capable de se réinventer tout le temps, de jamais vouloir faire la même chose, ce genre de choses. Je pense que j'en serais pas là aujourd'hui, moi personnellement, si je m'étais pas challengé comme ça. C'est un peu kitsch ce que je vais te dire, ce que je vais vous dire, c'est je suis un énorme fan du Bushido. C'est un livre qui m'a touché énormément, que j'ai lu très récemment, hein. Mais il y a énormément de valeurs dedans. Alors, plein de choses qui ne vont pas, mais il y a énormément de valeurs sur la résilience, sur le dépassement de soi, qui me parlent énormément. Et je pense que c'est un peu ce que j'en ai fait, c'est un peu mon indo. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Alors après, ça c'est des avantages, hein, mais je suis jamais réellement satisfait de moi-même, même si on produit des choses comme le SI. Mais je dirais que ouais, c'est ça ma première... mon premier facteur de réussite, ce serait la résilience. Enfin, là, on est samedi, dimanche, l'équipe soulèvera le trophée Le Marteau. Et on aimerait avoir le point de vue de Nelson Garcia quand, à ce moment précis, quand cette équipe soulèvera le trophée, en régie, qu'est-ce qui va faire que vous pensez que l'événement est une réussite? Alors, pour moi, c'est très personnel. Pour moi, en fait, et c'est pour ça que j'ai dédié ma vie à l'e-sport, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait. Déjà, moi, je suis un énorme passionné. J'adore la compétition, j'adore voir des jeunes vibrer et tout. Donc moi, en fait, mon premier facteur de réussite, c'est juste de voir les gens, ils sortent, ils ont le sourire, ils sont heureux, ils ont passé un bon moment, ils vont avoir des souvenirs. C'est bon, ma vie, elle est faite. C'est ça mon réel leitmotiv pour mon travail. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai commencé dans l'associatif avant de transformer l'association du coup en entreprise. Parce que je suis juste passionné de ça, de jeux vidéo, de compétition, et de voir les gens sourire, des communautés, être ensemble, voir les cosplayers, ce genre de trucs. En fait, on offre des souvenirs et de la vie aux gens, et c'est ça, moi, mon premier facteur de réussite. Si les gens partent heureux, j'ai gagné. C'est très beau. Alors Nelson, un grand merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. En plein cœur, d'ailleurs, de l'effervescence du Six Invitational. On sait que la Team Secret vient de gagner un match hyper tendu à l'instant face à Fluxo. Et on va te laisser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, encore une fois. On va repartir en régie, encore une fois, parce que beaucoup de choses vont encore se passer, aujourd'hui comme demain. Oui. En tout cas, voilà. Merci beaucoup aussi d'avoir suivi cette interview. C'était Nelson Garcia. Et donc, on rappelle, Associate eSport, Director eSport Live Event et Broadcast, je vais y arriver, chez Ubisoft, en direct de la Adidas Arena pour Freeplay. On remercie aussi Nathan Sperling, responsable éditorial, d'avoir travaillé en amont cette interview. Merci à tous, encore une fois, d'avoir gagné cette interview. Suivez-nous pour plus de contenu et revoir aussi ce moment, les coulisses du Six Invitational sur LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok. Et suivez encore une fois l'actualité gaming et e-sport avec Freeplay. Merci à tous, au revoir.